Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, la directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, quelques petits mots sur le Hub des Territoires pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Depuis 4 ans, nous réunissons acteurs publics et acteurs privés pour réfléchir ensemble aux défis des territoires et partager des leviers permettant le passage à l'action. Nous avons organisé ces derniers mois un cycle data, IA, et nous avons tout récemment sorti le podcast qui fait la synthèse de ce cycle. Sachez que le replay de nos événements sont également disponibles en ligne sur le site de la Banque des Territoires. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter, petite page de pub, pour ne rien rater de notre programmation publique. Alors, je vous signale notamment l'anniversaire du Hub des Territoires le 10 juin prochain, mardi, intitulé « Agir dans les territoires, la force du collectif ». On est absolument dépassé par les inscriptions, mais on attend encore les vôtres. Plus on est nombreux, plus on est de fous. Mais cet événement fait vraiment le plein. Donc, n'hésitez pas en plus à nous rejoindre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour un événement dédié à l'accompagnement dans la réalisation de projets numériques et data dans les collectivités. Cette rencontre, elle est organisée en partenariat avec le CEREMA, avec Cap Digital, avec le TUBA. Et c'est un temps qui nous permettra de faire le point sur l'accompagnement porté par le programme Capacities, qui est donc porté, ce programme, par le CEREMA, Cap Digital et le TUBA. Cet événement marque la fin de l'accompagnement auprès de cette deuxième promotion de collectivités qui ont été accompagnées dans la réalisation de leurs projets territoires connectés et durables et de leurs projets data. Alors, Capacities, c'est une démarche de co-création entre collectivités, entreprises, institutions pour répondre aux problèmes variés rencontrés sur le terrain, les problèmes techniques, juridiques, économiques. Plusieurs ateliers de travail ont rythmé l'année pour définir les projets et surtout pour aider à trouver des leviers d'action. Au total, c'est 6 collectivités et donc 6 cas d'usage qui ont été accompagnés et ils vous le seront présentés dans quelques instants. À la Banque des Territoires, nous avons souhaité soutenir les actions de cette deuxième édition du programme pour plusieurs raisons. Alors d'abord, ce type d'action contribue directement à ce qu'on appelle une des mesures phares de la Banque des Territoires. Donc c'est un des axes stratégiques de la Banque des Territoires qui s'intitule « Construire un environnement numérique de confiance, souverain et durable pour les territoires ». Et puis à la Banque des Territoires, nous agissons auprès des collectivités sur ces sujets justement de transformation numérique, que ce soit, donc je l'ai indiqué, via notre programmation événementielle, mais aussi via la note de conjoncture que vous connaissez peut-être sur la data, l'IA et la cybersécurité, que nous publions annuellement avec La Poste, qui est également disponible en ligne, ou encore au travers de notre action en ingénierie. Alors, toutes ces actions, on les porte en fonds propres, mais on agit aussi sur ces sujets en opérateur pour le compte de l'État, comme dans le cadre des appels à projets démonstrateurs d'IA frugale dans les territoires ou territoires intelligents et durables, dont Solorea notamment, Porto Vecchio ou la ville de Metz. Enfin, et surtout, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse collectivement capitaliser sur les accompagnements réalisés. Ce sera l'objet de la dernière séquence de cet événement où vous seront présentés les livrables de cette deuxième édition du programme Capacities. Et des liens seront bien sûr à créer avec la plateforme Numérique 360 que nous venons de lancer et dont l'objectif est de rassembler les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet numérique et data dans un territoire, allant vraiment de la conception jusqu'à la réalisation, la mise en œuvre du projet. Ainsi, plutôt qu'une conclusion finalement de l'accompagnement d'une promotion, il nous semble que la rencontre du jour peut être vue comme une invitation à l'échange et au partage de bonnes pratiques de manière élargie. Et c'est pourquoi nous vous inviterons lors de cet événement à prendre la parole et à poser vos questions. Et donc voilà, je tiens encore une fois de plus à remercier nos partenaires, le CEREMA, Cap Digital et le TUBA. Et je laisse à présent la parole à Julien Hautmanière du CEREMA. Merci à tous. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction, pour l'accueil au sein du Hub des Territoires et donc pour votre soutien tout au long de ce programme. Donc je suis Julien Hautmanière, je suis directeur de projet au sein du CEREMA, gouvernance des données et territoires, et donc j'ai travaillé sur le programme Capacities durant, ça fait depuis maintenant 1 an, on l'a lancé l'année dernière à Porto Vecchio à la fin du mois de juin. Et donc je vais demander à Sophie Houzé et à Benoît Bourdier de nous rejoindre
ici et de se présenter. Et donc, on va vous animer cet événement à 3. Donc une petite présentation, peut-être Sophie. Bonjour à tous. Eh bien, moi, je suis Sophie Houzé, je pilote la mission Fabrico au CEREMA, qui a vocation à accompagner les territoires dans toutes leurs questions numériques. On joue le rôle de tiers de confiance, le CEREMA étant un établissement public qui accompagne à la fois les services de l'État et les territoires sur leur transition écologique dans toutes leurs dimensions, dont le numérique. Bonjour à tous, donc je suis Benoît Bourdier, je suis responsable de la communauté Territoire Intelligent et Durable chez Cap Digital et je m'occupe aussi du suivi des collectivités territoriales. Et donc j'ai accompagné le CEREMA et le TUBA toute cette année à travers l'animation des différentes étapes de Capacities. Et donc aujourd'hui on a un programme qui est assez dense, donc on est ensemble jusqu'à 12h30. Au programme, donc on va vous présenter, contextualiser donc, le programme Capacities et la méthode qui a été utilisée durant ce programme. On fera un focus après sur les 6 cas d'usage des 6 collectivités qui ont été accompagnées. Il y aura 2 tables rondes où les participants au programme viendront donc, pour répondre à des questions et avoir leur retour d'expérience sur le programme, mais aussi sur l'évolution de leur cas d'usage. Une séance de questions-réponses avec les participants sur place, mais aussi en distanciel. Et enfin, l'annonce des livrables et les perspectives pour la suite. Et donc, tout d'abord, une présentation du programme et de la méthodologie Capacities, puisque vous allez voir, c'est un programme qui se distingue de certains programmes d'accompagnement. Et donc, c'est pour ça qu'on a intitulé cet événement « Passer de l'idée à l'action », parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire pour les différents territoires qui participent. Alors, on a monté ce programme à plusieurs, puisque l'ADN du programme, c'est de faire ensemble. Donc, le CEREMA que je viens de présenter, mais aussi donc, Cap Digital, qui justement représente les entreprises, la filière numérique, avec plus de 800 TPE, PME et autres, et le TUBA, qui est un tiers-lieu territorial basé à Lyon et qui a une expérience d'accompagnement de projets autour des données et de la ville intelligence au sens large. La ville intelligente au sens large. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'associer nos compétences en termes d'animation et de point de vue pour accompagner les collectivités qui ont suivi ce programme, mais en y associant aussi d'autres partenaires. Nous avons aussi l'ADEME qui a cofinancé le programme et qui nous a accompagnés aussi sur l'aspect numérique responsable. Et en associant aussi, vous le verrez, les participants des entreprises afin que tout le monde puisse se rencontrer et co-construire des méthodologies pour faciliter l'appropriation des enjeux autour du numérique dans les territoires. Donc, l'idée, c'est que pourquoi ce programme? En fait, c'est la 2e édition parce que le constat était que les entreprises élaborent des solutions en fonction de ce qu'elles perçoivent du territoire et puis les collectivités expriment des besoins. Mais la rencontre ne se fait pas toujours aussi bien parce que quand elle se fait de façon classique, à savoir une expression de besoin, un cahier des charges publié, une entreprise qui répond, ça manque un peu de rencontre et de partage parce que le sujet des données, c'est un sujet impalpable, c'est un sujet complexe, très transverse au sein de la collectivité et pour ça, il y a besoin de beaucoup de temps d'échange. Donc la base du programme, c'est dans des temps informels de travail, c'est se rencontrer, c'est partager et du coup répondre à des questionnements publics avec des potentielles solutions privées, mais avec des tiers de confiance qui justement permettent que, on va dire, la mayonnaise prenne et qu'ensuite les territoires puissent réellement répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est sur les principes du programme. Est-ce que Benoît, tu peux nous présenter, toi qui as participé à toutes les étapes, tu peux nous présenter le déroulé type d'une étape de Capacities et comment ça se passe pour les participants? Oui, bien sûr. Donc, chaque étape se déroule de la même manière. On est accueilli par une des collectivités qui participent au programme. L'accueil se fait la veille du jour des ateliers, généralement en fin de journée, ce qui permet de découvrir le territoire.
Donc c'est une visite qui peut être un lieu un peu emblématique, un hyperviseur, ou juste une découverte des spécificités territoriales qui permet à chacun des participants de mieux comprendre les enjeux locaux. On a ensuite des ateliers le jour J, donc on pourra détailler un petit peu après. Et puis chaque collectivité peut travailler comme ça tous les 2 mois son cas d'usage, donc en lui laissant du temps entre chaque séance pour pouvoir développer en interne certaines avancées. Donc ça, c'est une vue des différentes découvertes qui ont pu être faites sur les différentes communes d'accueil. Donc ça peut être une visite du port, ça peut être une visite d'un musée, d'un hyperviseur, d'un site un peu emblématique. Donc ça permet aussi de créer une certaine connivence entre les participants, puisque comme le disait Sophie juste avant, un des enjeux du programme, c'est aussi de créer une capacité de dialogue, d'améliorer les échanges entre les participants. Et donc ces temps de convivialité sont aussi très structurants pour le programme. Les ateliers, ils sont divisés en 2 grandes catégories. Des ateliers dits d'idéation, donc qui vont permettre d'explorer les champs du possible. Donc ça va consister à dessiner son cas d'usage pour mieux le représenter, mieux le visualiser, mieux l'exprimer, questionner son pourquoi pour comprendre et réfléchir ensemble sur les raisons et se rassurer sur le fait qu'on travaille bien dans la bonne direction. Questionner son projet sous l'angle du numérique responsable. Donc ça, dès le début du programme, c'est une des premières étapes pour permettre dès le début de bien réfléchir sur les impacts environnementaux de son projet. Et puis un travail sur l'analyse des coûts-bénéfices pour non seulement préparer l'évaluation du projet, mais aussi se rassurer sur les ambitions et l'alignement entre les moyens et les fins. On a ensuite des ateliers de prototypage, de spécification. Donc là, le but, ça va être de passer de l'idée au prototype opérationnel, puisque une des ambitions du programme, au-delà de mettre en capacité, c'est aussi de délivrer des actions concrètes qui permettent de faire avancer les territoires. Et donc là, on va utiliser la matière de l'idéation pour pouvoir structurer des tableaux de bord, identifier les indicateurs, travailler avec la méthode des personas pour bien identifier les fonctionnalités qu'on va vouloir développer pour chaque type d'utilisateur, tantôt un élu, tantôt un responsable de service technique ou différents agents métiers. Et puis travailler bien évidemment sur le cycle de vie des données, puisque tous ces projets ont un point commun, c'est de travailler sur une matière numérique. Donc les enjeux de collecte de données, d'interopérabilité entre les différents systèmes sont fondamentaux. Et donc c'est cette étape qui va permettre d'arriver à un prototype fonctionnel avec des itérations entre la phase d'idéation et la phase de prototypage. Et on a eu des types d'ateliers un petit peu plus spéciaux, sur lesquels donc, les participants ont pu arriver au début peut-être un peu interrogatifs, un peu sceptiques, mais qui sont repartis, on le croit, on a l'impression en tout cas conquis. Est-ce que Sophie, tu peux nous en dire plus sur les ateliers avec des Legos ? Oui, alors pourquoi des Legos ? En fait, quand on construit un projet, vous allez voir tout à l'heure les détails des cas d'usage, on pense à plein de choses. On se dit, par exemple, sur un sujet de mobilité, on peut vouloir mettre en commun de la donnée et puis donner une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans sa commune à ses élus. Mais en fait, quand on a dit ça en 3 phrases, ça pose tout un tas de questions, des questions juridiques, des questions techniques, des questions organisationnelles. Et en fait, quand on fait des ateliers de co-création, déjà dessiner, ça permet de voir beaucoup de choses, beaucoup de problèmes ou les points qu'il va falloir traiter. Mais quand on le fait en Lego, ça devient encore bien plus concret parce que les Lego, eh bien, on construit vraiment le projet de A jusqu'à Z avec les personnes qui sont autour du projet. Et du coup, ça permet de le voir dans toutes ses dimensions et ça permet d'aller plus loin dans la réflexion que simplement des ateliers d'idéation ou même des ateliers de dessin. Là, en construisant, on voit toutes les dimensions du projet et surtout toutes les personnes qui sont autour, du coup, le co-construisent ensemble. Et à un moment donné, il y a une compréhension globale, le même partage des enjeux qui se fait à la fin de l'atelier Lego. Merci. Et donc, il y a une progression des ateliers tout au long du programme, donc avec 5 ateliers qui ont eu lieu dans les différentes collectivités qui participaient, et avec une progression, alors tout n'était pas prévu à l'avance, ça c'était vraiment une des choses que les participants ont bien vu, parce que le but c'était de se baser sur la maturité
des différents cas d'usage et des acteurs qui étaient autour de la table, et à chaque fois, dans l'atelier suivant, de pouvoir répondre aux questions, aux enjeux communs qui avaient été identifiés lors de l'atelier précédent. Donc, il y a une progression comme ça, donc de juin 2024, l'année dernière à Porto Vecchio, jusqu'en mars, dernière étape à Fécamp, en passant donc par Paris et Metz. Et donc, on va vous présenter maintenant les cas d'usage tels qu'ils ont été présentés lors de la première étape, après l'atelier 1 à Porto Vecchio, avant d'enchaîner sur les tables rondes avec les participants au programme. Hop. Donc là, il y avait 6 participants au programme collectivité. Donc il y avait 3 collectivités franciliennes, la ville de Paris, Paris-La Défense et Paris-Ouest La Défense, et la ville de Fécamp, l'Eurométropole de Metz et Porto Vecchio. Donc on voit qu'on est sur des types de collectivités qui sont différentes, de par leur taille, mais aussi de par les problématiques qu'elles ont traitées, puisque certaines travaillaient sur des projets qui étaient plus métiers, comme Fécamp ou l'Eurométropole de Metz, qui ont travaillé sur la mobilité et sur la gestion des déchets, et d'autres qui avaient des problématiques plus transversales, soit des projets vraiment complets comme Porto Vecchio, ou alors la refonte d'un hyperviseur comme Paris-La Défense. Mais le but, et ce qu'on s'est rendu compte après le premier atelier, c'est que malgré le caractère hétérogène des collectivités et des projets qui étaient traités, il y avait des enjeux communs qui étaient identifiés et sur lesquels les participants pouvaient s'apporter chacun des éléments sur leurs expériences aux uns et aux autres. Donc on va vous présenter les projets. Donc il y avait le projet de Porto Vecchio qui est assez connu, puisqu'il est notamment dans les projets TID, DIAT soutenus par la Banque des Territoires. Donc c'est un projet de territoire intelligent, global et ambitieux, puisqu'ils veulent travailler sur différents cas d'usage, sur la mise en place d'un hyperviseur, sur la mise en place d'une gouvernance des données, de l'accompagnement des territoires, la sensibilisation des usagers. Donc ils sont arrivés vraiment à peu près, leur programme était formalisé, mais ils en étaient au tout début dans la réalisation. Paris-La Défense, donc ils étaient dans un contexte d'être un des premiers territoires, ou le premier territoire à avoir mis en place un hyperviseur, donc plutôt orienté sur les questions de sécurité, mais sur lesquels ils avaient identifié des limites, et donc qui était un outil à refondre, à renouveler. Et ils ont profité de cette opportunité pour se dire, avant de refondre notre outil, on va remettre à plat la gouvernance des données au sein de notre organisation, ce qui est un des sujets vraiment les plus complexes quand on travaille sur le sujet des données. Et donc, ils ont travaillé plutôt sur cette question-là de l'organisation en interne, comment sensibiliser les agents, travailler sur l'architecture de données également de leur outil, travailler sur les process pour alimenter leur hyperviseur, et comment on s'assure que la donnée soit de qualité au final, et donc avant de passer à l'étape d'après, qui est celle de la refonte de l'hyperviseur. Et pour la ville de Paris, donc la ville de Paris, c'était des acteurs métiers plutôt qui sont intervenus, qui ne sont pas spécialistes du numérique, mais par contre, il y avait une problématique liée à la transition écologique, et notamment sur la consommation énergétique au sein de leur territoire, mais encore plus précis que ça, la consommation énergétique du petit tertiaire. C'est-à-dire comment on obtient des données, comment on obtient la connaissance des consommations énergétiques du petit tertiaire sur le territoire, pour derrière trouver des leviers d'action, identifier les filières qui consomment plus ou moins, pour pouvoir derrière mettre en place un plan d'action et baisser ces consommations. Et donc la ville de Paris, dans le cadre de ce programme, on a pu les accompagner, et on en parlera à la fin de l'événement, à la mise en place d'un POC, d'un prototype au sein d'une méthodologie, donc on vous présentera dans la dernière partie de l'événement. Je vais prendre le relais du coup avec la ville de Fécamp, où là l'objet était de travailler sur un sujet de mobilité. Il y avait un certain nombre de capteurs qui avaient été posés en 2023 avec un partenaire
qui avait installé des caméras qui permettaient de remonter des données. Et il y a eu assez vite un enjeu de réappropriation finalement de ces données, de ces tableaux de bord, pour pouvoir mieux comprendre à la fois les flux dans un contexte où la ville connaît une forte activité liée à la fois à des flux touristiques, mais aussi l'activité portuaire, donc une configuration un peu particulière, qui nécessitait à la fois de travailler sur ces flux de données, mais aussi sur la programmation des travaux. Et une difficulté à s'approprier ces données parce que système propriétaire, parce que difficulté à faire évoluer les tableaux de bord. Donc il y a eu tout un travail qui a été réalisé, notamment dès le début du programme, sur la redéfinition des indicateurs, des tableaux de bord, et puis un accompagnement aussi sur des volets plus juridiques pour essayer de trouver la bonne manière de se réapproprier ces données, de faire monter en compétence aussi la collectivité pour pouvoir travailler sur ces différents sujets. L'Eurométropole de Metz, là on est sur un sujet lié aux déchets et plus particulièrement au ramassage des dépôts sauvages. C'est un point de douleur assez important au niveau politique. Donc il y avait une commande assez forte sur le sujet. Là encore, des projets de capteurs qui avaient été mis en place dans des points d'apport volontaires. Des capteurs qui n'étaient pas toujours pleinement fonctionnels, dont les données n'étaient pas complètement appropriées, ne répondaient pas complètement aux besoins. Et assez vite, notamment sur un atelier de questionner son pourquoi, on a pu se rendre compte avec le territoire et le regard des autres territoires que finalement, il y avait des divergences de points de vue entre les métiers, entre le politique, entre les équipes qui portaient ces sujets en lien avec le numérique. Et donc, il y a un besoin de réaligner tous les acteurs, de retravailler globalement la gouvernance du projet pour pouvoir mieux redéfinir finalement à quoi vont servir les capteurs, à quoi va servir le numérique et comment est-ce que finalement on résout le problème public qui est celui d'avoir des dépôts sauvages. Et puis un dernier cas d'usage qui était celui de Paris-Ouest La Défense. Là, on est sur un cas de gestion des risques de crue. Donc là, dans le cadre d'un concours d'innovation, il y a une start-up qui avait été sélectionnée, qui répondait à la problématique. Et la difficulté qui s'est posée dans la phase de mise en œuvre, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table, puisque pour pouvoir répondre au sujet, il fallait collecter des données issues de différentes sources. Et donc, il fallait mettre tous ces acteurs autour de la table, réussir à faire des conventions. Et en interne, sachant que la Paris-Ouest La Défense est un établissement public territorial, donc un des acteurs de la métropole du Grand Paris, mais devait se coordonner aussi avec les différentes communes. Et donc une difficulté à mobiliser tous les acteurs au niveau des communes, de mettre les élus autour de la table, pour pouvoir travailler ensemble sur un projet commun. Donc là, on était peut-être plus sur un projet de type gouvernance, mobilisation des acteurs, que sur un sujet à proprement technique. Voilà, et donc après cette présentation contextuelle des cas d'usage, on va pouvoir entrer donc sur les premières tables rondes et appeler les participants au programme, et notamment sur la première table ronde qui est intitulée « Quel apport du programme aux participants pour faire avancer et accompagner les projets ?» Et donc j'appelle sur scène Philippe Hainaut de l'Eurométropole de Metz, Hamza Foua de Paris La Défense, Kadiatou Diallo pas de la Banque des Territoires, de Paris-Ouest La Défense, Béatrice Massé de Citeos et Bruno Martin d'Hexadone. Oui. Alors, merci, d'abord merci d'être venus aujourd'hui tous ensemble. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Fécamp en mars. Et donc, je vais commencer par une question à Philippe Hainaut, qui est directeur de la mission Attractivité numérique et écosystème des startups à l'Eurométropole de Metz, qui a travaillé dans le cadre du programme Capacities sur un cas d'usage lié aux déchets, comme l'indiquait Benoît. Et donc, peut-être une première question, comment le programme a permis de changer le regard de la collectivité sur le projet? Ou en tout cas, déjà, est-ce que le programme a permis ce changement de regard et de quelle façon? Alors, clairement, la réponse est oui. Il a allumé le micro? Oui, c'est bon. Capacities a permis d'embarquer la direction métier dans le projet, dans un projet de territoire intelligent. Et en fait, toute la question est là, c'est pour répondre clairement à ta question, il faut essayer de redonner la définition d'un projet de territoire intelligent. Un projet de territoire intelligent, c'est un projet qui va prendre en compte une direction métier, un sujet, une politique publique, et qui va introduire la notion de data et de travail autour de la data. Et du coup,
on fait se rencontrer deux mondes que je vais qualifier d'orthogonaux. Le premier monde, c'est celui des directions métiers. Les directions métiers, elles ont tendance souvent à dire « ça fait 30 ans qu'on fait comme ça et on le fait très bien ». Et puis de l'autre côté, vous avez le monde des experts de l'innovation, de la data, des sachants qui disent « on va changer de paradigme, c'est la data qui pilote ». Et donc on a au départ deux mondes qui s'opposent, qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas le même vocabulaire, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Et on a cette dimension, entre guillemets, matricielle dans l'organisation qui fait que forcément, pour aboutir à un résultat sur un projet de territoire intelligent, il faut cette concertation. Et c'est là où Capacities entre de façon extrêmement positive comme un tiers de confiance qui va apporter de la méthodologie, renforcer l'écoute des deux parties et faire en sorte qu'au travers d'ateliers, comme ça a été dit tout à l'heure, y compris des ateliers ludiques comme les Lego, parce que quand vous faites du Lego, du serious play avec des Lego, ben vous mettez en scène un monde qui est le monde de la collectivité, avec l'apport de la data, ce qui fait que finalement, tout le monde voit un monde qu'il peut comprendre et qu'il peut partager. Donc l'apport de Capacities, c'est ça, c'est cette vision, cette bienveillance, cette capacité à faire rencontrer deux mondes, et c'est grâce à cette méthodologie, grâce à ces acteurs, qu'on arrive à dialoguer et qu'on arrive à faire avancer des projets de territoire intelligent au service des directions métiers. Merci, merci Philippe. Voici un des autres participants qui veut rebondir, surtout n'hésitez pas. Mais donc Philippe, tu as parlé de la méthodologie des Lego. Sophie en a parlé aussi. Justement, peut-être une question à Hamza, donc responsable du pôle data à Paris La Défense. Donc le sujet de la data, un sujet technique, mais aussi un sujet organisationnel, beaucoup. Est-ce que vous, il y a une... toi, tu es aussi là. Est-ce qu'il y a une méthodologie qui t'a marqué durant le programme? Est-ce qu'il y en a une que vous avez pu réutiliser en interne? Enfin, quelque chose en particulier qui a provoqué un déclic sur le projet? Alors, dans la continuité des propos de Philippe, pour le territoire de la Défense, donc pour ceux qui sont déjà venus, c'est un territoire qui est très complexe, avec des gros buildings, un territoire sur dalle, plusieurs niveaux, une autoroute, plusieurs métros, etc. La gestion de la donnée l'est tout autant, avec plus de 20 000 capteurs qui sont répartis sur tout le territoire. Donc effectivement, nous voulons nous lancer dans la refonte de notre hyperviseur, mais avant tout, il faut concilier tous les acteurs qu'il y a autour de cet hyperviseur et autour de la donnée. Et comme le dit Philippe, effectivement, plusieurs parties prenantes qui ont des personas différents, des métiers différents, des objectifs qui sont différents, il faut arriver à les faire communiquer. Donc une des méthodes que l'on a reproduite est effectivement celle, la vôtre, qui a été... à travers des ateliers créatifs, collaboratifs, qui permettent de... On n'a pas utilisé des Lego, pas encore en tout cas, mais ça a permis en tout cas de briser la glace et de faire parler des parties prenantes qui n'ont pas l'habitude de se parler. Le deuxième point, et j'insiste là-dessus, c'est effectivement dans les projets data, on a tendance à beaucoup se questionner sur le comment, mais moins sur le pourquoi. On parle tech avec les techs, on parle métier avec les métiers, on parle juridique avec les juristes. L'idée, effectivement, c'est de briser cette glace. C'est que toutes les parties prenantes ont un avis sur toutes les étapes du projet. Il n'y a pas que les techniciens informatiques ou data qui ont un avis sur, par exemple, les questions d'interopérabilité. Et donc, ces méthodes, en tout cas, d'ateliers, nous permettent de faire parler tout le monde le même langage, et on avance petit à petit. Le chemin est encore long, mais on a commencé à les expérimenter et on y voit déjà les premiers résultats. Ok, merci Hamza.
Alors, Kadiatou, donc tu es... Ah, il y a Philippe qui... Oui, je voulais juste rajouter un petit mot, parce que ce qui est important de bien faire comprendre à nos auditeurs, c'est qu'on a un certain nombre de collectivités qui ont des problématiques, des cas d'usage extrêmement différents. C'est ce qui a été montré. Par contre, les problématiques de type territoire intelligent, de type gouvernance de la donnée, etc., acculturation à ce monde-là, ce sont des problématiques qu'on a évidemment tous dans nos collectivités. Et le fait d'échanger, quel que soit le cas d'usage, ça permet aussi d'enrichir notre façon d'aborder le sujet dans chaque collectivité. Et ça, c'est un rouage essentiel, parce qu'on va gagner en pédagogie, on va gagner en connaissance et on va gagner en implication de l'ensemble des acteurs, parce que l'échange d'expérience, en dehors d'ailleurs des ateliers, comme dans les ateliers, il est vraiment propice à faire avancer tout le monde dans la même direction. Voilà. Merci Philippe. Kadiatou, donc toi tu es chargé de mission SIG au sein de Paris-Ouest La Défense. Paris-Ouest La Défense travaille sur un cas d'usage lié à l'inondation, et donc notamment sur comment recueillir les données sur les inondations et comment travailler ensemble entre différents acteurs, le PCI, le PT, les communes, la métropole, etc. sur ce sujet. Peut-être une question, qu'est-ce que l'échange entre pairs? Parce que c'était vraiment le but du programme, c'est d'avoir des échanges entre acteurs des collectivités, mais aussi, on va le voir avec les questions juste après, avec des entreprises et avec des acteurs tiers comme la Banque des Territoires ou l'ADEME. Qu'est-ce que ça a apporté en particulier dans l'évolution du cas d'usage à partir du moment où vous êtes arrivé et quand vous êtes reparti au dernier atelier à Fécamp? Donc, du coup, notre cas d'usage était un peu spécifique parce que c'est une compétence normalement qui ne dépend pas de notre collectivité. Donc, il était important, en fait, de savoir déjà qui faisait quoi entre la métropole du Grand Paris, les communes et Paris-Ouest La Défense. Donc, après Metz, du coup, ça nous a permis, en tout cas en interne, de mobiliser tous les acteurs concernés, de faire des réunions avec les directeurs de développement économique de toutes les villes. Il y en a 11. Donc, c'était un peu compliqué d'avoir tout le monde, mais ça nous a permis, en tout cas, de présenter le projet à notre nouveau DGS. Ça nous a permis de faire connaître le projet, parce que notre cas d'usage, c'est un outil qui a été développé par une start-up qui n'était même pas en fait connue en interne, et ça a permis en fait à la directrice des grands services urbains qui devait travailler sur cette thématique d'utiliser donc de coup cet outil-là pour d'autres fins. Ouais, donc ça a permis quelque part de faire un coup de projecteur sur le projet pour mieux le faire connaître en interne et lui donner un coup d'accélérateur. Ouais. Après, les ateliers, en tout cas, que ce soit Metz ou Fécamp ou Paris, vont nous permettre, nous, en tout cas en interne, de les utiliser à d'autres fins, sur d'autres projets. C'est ce qui a été déjà le cas avec du coup, le projet du grand service urbain, qui va se servir de cette expérience-là pour pouvoir travailler avec cet outil de gestion des crues. Et donc, les entreprises, du coup, parlons-en, puisqu'elles sont partie prenante à part entière du programme Capacities. Les participants, donc c'est les collectivités, mais aussi les entreprises, puisque le but c'est de créer ces lieux de rencontre qui sont un petit peu différents des contextes habituels de rencontre entre une collectivité et une entreprise. Donc les entreprises qui soutiennent le programme Capacities. Donc, une première question, Béatrice Massé, donc à Citeos Solutions Digitales, ingénieur d'affaires. De façon générale, qu'est-ce que tu retiens de ce programme? Et est-ce qu'au sein de Citeos, il a aidé quelque part à faire évoluer des méthodes, des process, des produits pour mieux coller aux besoins des collectivités en voyant vraiment les questions que se posaient les acteurs autour des ateliers? Alors oui, tout d'abord, on peut parler d'une prise en compte renforcée des besoins des collectivités. Capacities, c'est le programme qui a permis de réhumaniser le lien qui existait entre les entreprises et les collectivités.
et qui a permis aussi de donner un cadre à ces échanges qui étaient directs et profonds, ce qui n'est pas toujours très simple. Et donc cette réhumanisation, c'est une force parce qu'on a permis de mieux comprendre du coup les enjeux auxquels les collectivités sont confrontées et comme disait Philippe, qui sont généralement généralisables à l'ensemble des collectivités. On a permis aussi de renforcer notre compréhension concernant les problématiques et les moyens dont disposaient les collectivités. Et on dimensionne et on redimensionne du coup des offres qui sont plus adaptées, plus fines en fonction justement des contraintes tout au long du cheminement du projet. Et donc cet esprit renforcé de co-construction des offres de territoire intelligent a permis justement, grâce à ce diagnostic, de donner des échanges qui étaient profonds. Et grâce à justement cette profondeur des échanges-là qu'on a eus sur les solutions proposées, sur le marché des codes publics, sur les business models qui étaient existants. Et voilà, on a mis le doigt là où ça ne marchait pas. Et on peut dire qu'en 2024, le cadre qui a été posé par les organisateurs de Capacities, et on les en remercie, les organisateurs donc, nous ont permis d'avoir ces échanges approfondis. Et c'est voilà, cette acculturation qu'on a pu avoir. En ce qui concerne du coup Citeos Solutions Digitales et notre outillage, ce qui était intéressant de remarquer, c'était justement l'importance de l'intégration systémique d'ateliers de cadrage du besoin en amont des projets, qui notamment du coup permettaient une prise en compte renforcée des enjeux. Voilà, des enjeux d'usage qu'on a pu voir, des contraintes internes, d'appropriation citoyenne. Et donc, voilà, en tout cas, nous, ça nous conforte dans notre cœur d'ADN qu'on avait, c'était aux solutions digitales, à vouloir intégrer justement ces méthodes de concertation poussées et cette démarche participative avec les clients. Et alors, ce qu'on a pu, nous, aussi voir au-delà de cet outillage qu'on continue à porter, c'est aussi l'adaptation à des offres plus variées, à des contextes plus variés. C'est-à-dire que, voilà, on a vu aujourd'hui qu'on aimerait continuer à offrir des solutions plus modulables, plus scalables et plus adaptées à nos clients en fonction de leur maturité numérique. Et donc, on a remarqué deux typologies de besoins au sein de Capacities. Un besoin qui était plus technique, qui était plus autour de la gestion de la donnée, de l'accompagnement. Donc, au niveau de ce process de gestion de la donnée, c'est-à-dire qu'on avait mis à disposition des solutions techniques aux participants, mais qu'il fallait également les accompagner dans la gestion de la donnée, dans le processus, dans l'intégration de ces outils au sein des utilisateurs en fait, qui vont venir adopter tous ces mécanismes. Et un besoin un peu plus fonctionnel, un peu plus accompagnement métier, c'est-à-dire que certains participants ont été confrontés à des systèmes, des solutions logicielles qui ne répondaient pas à leurs attentes fonctionnelles. Et donc, ça vient nous poser deux questions. Comment est-ce que le client formalise son cahier des charges de façon à ce que la réponse technique qui sera retenue corresponde aux attentes fonctionnelles? Et comment nous, en tant que fournisseurs de solutions, on peut s'assurer et valider que les solutions qu'on porte et qu'on propose répondent correctement à ces attentes fonctionnelles? Et donc voilà, ces deux enjeux-là, en tout cas, viennent poser la question d'enjeux d'adaptation de nos offres à dérisquer au maximum justement le risque de ne pas avoir une compatibilité technique entre nos solutions et les attentes de nos clients. Merci Béatrice. Merci à vous. Même question à Bruno. Donc, tu es directeur commercial à Hexadone, donc, qui propose une solution d'hyperviseur. Un petit peu la même question qu'à Béatrice. De façon générale, qu'est-ce que toi tu as retenu de ce programme-là? Et est-ce qu'il a permis de faire évoluer des méthodes, des process pour mieux coller aux besoins, ou alors vous étiez, ça vous a conforté dans votre méthode et votre positionnement? Non, mais je vais essayer de paraphraser tout ce qu'elle dit, parce que je suis complètement d'accord avec l'ensemble des échanges. Moi, j'ajouterais un troisième C à Capacities. Alors, je ne sais pas où, mais il faut le mettre quelque part. Moi, ce que j'ai aimé dans Capacities, c'est l'aspect convivialité. Le fait d'avoir pu rentrer aussi dans l'intimité des collectivités locales, ce qu'on a fait à Porto Vecchio, ce qu'on a fait à Fécamp, ce qu'on a fait à Défense. Je trouve que la convivialité, et tout à l'heure, qu'on s'est tous vus, on avait le sourire et la banane de se revoir.
Et ça, je trouve que ça a une belle réussite. Déjà, rien que ça, c'est une super réussite de Capacities. Cette convivialité, ça donne le deuxième C pour moi qui est hyper important, c'est la confiance. C'est pas facile de se livrer sur les douleurs qu'on peut avoir. Enfin, chaque fois qu'on va voir une collectivité, la vie est rose, hein, on se rend compte que plein de sujets. La réalité n'est pas vraiment ça. Quand on creuse, il y a toujours des douleurs, etc. Et je trouve que Capacity, ça a permis à chacun d'échanger ses douleurs et de se les partager les uns aux autres avec un niveau de confiance hyper élevé. Et ça, j'ai trouvé ça... Enfin, ça se trouve pas souvent, on le voit pas souvent. Et là, il y a vraiment un échange ouvert sur les problématiques qu'on rencontrait, etc. Même auprès des entreprises. Et c'est ce qui est aussi hyper intéressant, cet échange-là entre nous, et de nous de comprendre justement où sont ces douleurs, cet aspect. Et le dernier C pour moi qui est à ajouter, c'est que c'était concret. Et c'est le dernier point qui était hyper important. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur de l'idéologie et de se dire ouais, le monde parfait, c'est ça, etc. Et on peut imaginer tout ce qu'on veut parce que la technique aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Mais il faut être concret, il faut comprendre pourquoi on le fait. Qu'est-ce qu'on veut faire avec, quels sont nos freins, etc. Et petit à petit, enlever les barrières. Et je trouve que moi, Capacity, ça a répondu à ces trois sujets-là. Et donc, très content d'avoir participé à ce programme et très content aussi d'avoir pu participer avec les collectivités locales, ces éléments-là. Qu'est-ce que ça nous a apporté, nous, côté Hexadone? Alors, côté Hexadone, tu parlais d'hyperviseur, mais nous, on est une plateforme de données. Donc, notre métier, et moi, j'en fais depuis 10 ans, c'est de la gestion de la donnée. Là où je suis hyper content, c'est qu'on a parlé beaucoup de données. Quand je rencontre des collectivités, on parle beaucoup d'IoT. Là, on a parlé de données. Et je trouve que c'est hyper intéressant, et vous êtes tous parmi qui étaient présents dans Capacity, se dire que la donnée, c'est un vrai sujet. C'est la richesse de la collectivité locale. C'est pas que la richesse urbaine de ce qu'on fait auprès des citoyens. La donnée est une richesse importante au niveau de la collectivité locale. Et j'ai trouvé que ça ressortait dans tous les ateliers. Donc ça nous conforte. Puisque nous, on est avant tout une plateforme de données, de traitement de données et de gestion de données. Donc ça a été très bien. Et ce que je retiens aussi, moi, c'est la méthodologie qui a été utilisée. C'est-à-dire de se dire avant, de se dire voilà ce qu'on va proposer, pourquoi on veut le faire, et de travailler ce qui a été très bien dit par Citeos, en amont du pourquoi et comment on peut avancer les choses. Mais moi, je retiens... alors, je suis quelqu'un d'assez vieux, donc j'ai un petit vécu, mais j'aime bien le ludique. Ça me fait toujours avancer. Je trouve que moi, je retiens les Lego. Mais vraiment les Lego. Et en fait, nous, on a un club utilisateur de tous nos clients pour leur faire travailler sur l'évolution de notre logiciel. Bon, on s'est dit, on va faire les Lego. Parce que c'est hyper intéressant, en fait, ça rend concret. Et en fait, quand on fait un schéma et un dessin, on rature. On rature, ça ne devient pas bon, on ne comprend pas, on prend la feuille, on la jette. Quand on fait les Lego, on change, on interagit. Et c'est facile de changer. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans l'évolution pour nous, de se dire voilà, comment on veut faire évoluer notre logiciel, puisqu'on est aussi dans la co-construction avec les collectivités locales sur l'évolution de notre logiciel, et de se dire cette méthodologie que vous avez utilisée sur Capacities, c'est une super méthodologie, et qui doit être, nous, entreprises, pour faire évoluer notre logiciel. Donc, ça nous a conforté sur que la donnée, c'est un sujet intéressant, et qu'on est en plein cœur du sujet, mais deux, pour faire évoluer notre logiciel, la co-construction et le travail avec les collectivités locales, c'est hyper important. Voilà. Ok, merci. Donc, les 3 C, c'était confiance. Non, convivialité, confiance et concret. Ok, et avec un L après pour les Lego. Du coup, c'est L. Il y a une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, les Lego, j'en avais jamais fait et franchement, c'était une belle découverte. je retiens aussi beaucoup les Lego. Philippe et après Hamza. Pardon, je voulais juste réagir à ce qu'a dit Bruno et donner le témoignage de la collectivité par rapport à ça. Je pense que je parle du sujet de les entreprises apprennent. Et effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler entre collectivités et fournisseurs de solutions parce que moi qui ai travaillé pendant plusieurs mois sur l'offre du marché pour des hyperviseurs, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de solutions qui répondent à des besoins qui sont supposés, alors que dans les collectivités, même si les besoins sont exprimés, ils ne sont pas toujours très matures. Donc on a deux mondes comme ça qui doivent se rencontrer souvent pour que les produits proposés, l'offre de marché, correspondent à des besoins qui sont en perpétuel mouvement, parce que le niveau d'appropriation de la donnée dans les collectivités évolue évidemment positivement, que ce qu'on appelle les cas d'usage qui peuvent naître du jour au lendemain,
Et moi, je vois, par exemple, dans mon expérience d'hypervision, je vois mes élus qui utilisent l'hyperviseur et qui me disent j'ai essayé de faire ça et ça m'amène à un cas d'usage auquel je n'avais pas pensé. Et cet enrichissement permanent, cette montée en compétences globale, le fait de pouvoir en discuter au sein de Capacities entre des fournisseurs de solutions et des futurs clients, c'est vraiment très très important. Ça permet aussi de mettre tout le monde au même niveau de compréhension. Hamza, tu avais une réaction ? Oui, effectivement, je suis d'accord avec Philippe. Sur les cas d'usage, ils ont tendance à évoluer très très vite. Les cas d'usage d'aujourd'hui ne sont pas les cas d'usage forcément d'il y a 5 ans. Il y a un Covid qui est passé entre-temps, plusieurs changements, et donc ça nécessite de l'anticipation. Et à travers Capacities, on a pu aborder le sujet data sous différents prismes. Un prisme juridique, anticiper peut-être sur nos marchés publics l'accès à certaines données. Lorsqu'on lance un marché, on est souvent lié à un fournisseur pendant plusieurs années. Il est difficile de changer les clauses, donc il faut anticiper les besoins et pouvoir se projeter dans les cas d'usage futurs pour pouvoir répondre à ces cas. Et le deuxième point aussi, c'est sur les enjeux d'interopérabilité. Effectivement, pour moi, une donnée seule a très peu de valeur. Elle doit être croisée avec plusieurs autres informations pour multiplier la valeur de cette information. Et il faut anticiper tout cela, parce que lorsque un cas d'usage arrive et on ne peut pas croiser toutes ces informations, l'aspect technique va être beaucoup plus compliqué et le projet va prendre beaucoup plus de temps. Et est-ce que l'efficacité de ce cas d'usage va répondre aux besoins métiers ou pas? Merci. Merci à vous tous pour votre participation et vos témoignages aujourd'hui. On va pouvoir passer à la seconde table ronde qui était prévue. Hop. Alors ça ne marche plus, mais ah si, ça marche. Je vais appeler donc Emma Jacquet de la ville de Paris, Sylvain de la ville de Fécamp, Jacques d'Artelia. Et alors Alexis a un peu de retard, j'espère qu'on va le faire passer en dernier, j'espère qu'il va pouvoir arriver avant que ce soit à lui. Et donc Emma qui arrive également. Et donc là, sur cette deuxième table ronde, on va plus se focaliser sur les cas d'usage, sur le retour d'expérience sur les cas d'usage. Et donc d'être une première question à Emma, qui est chargée de sobriété et économie d'énergie à la ville de Paris. Peut-être une question assez simple. Avec quoi vous êtes arrivé au sein de ce programme et avec quoi vous êtes reparti? Donc, de façon générale, quelle a été l'évolution du cas d'usage durant le programme et où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ça fait beaucoup de questions. Mais oui, merci, bonjour à tous déjà. Et je rebondis tout de suite sur la première table ronde et ce que disait Hamza notamment. Nous, en tout cas, le département sobriété économie d'énergie, c'est une direction métier plutôt. Donc on est arrivé avec un pourquoi et pas forcément le comment, donc des solutions techniques. Donc on est arrivé avec un objectif clair et bien identifié de justement connaître et réduire les consommations de notre territoire et du tertiaire, plus précisément du petit tertiaire qui est très mal accompagné, en tout cas qu'on a du mal à identifier et qui n'a pas forcément les aides et les moyens des plus gros. Donc tout d'abord, pour les aider justement, il faut connaître leur consommation et bien les identifier. Donc on avait cet objectif et pas forcément donc les solutions techniques que nous a apporté le CEREMA et Capacities, le CEREMA et les autres entreprises. Et du coup, on a pu définir, notamment via les ateliers, un cadre beaucoup plus clair de ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait avoir par la suite avec les données dont on avait à disposition. Et aussi, c'est
par rapport à la dernière question sur l'évolution de notre cas d'usage, on a revu un peu nos objectifs qui étaient peut-être trop ambitieux avec ce qui était faisable. Donc, et ça nous a aussi permis d'avoir un cadre. Et encore une fois, je recoupe avec ce que tu disais, Hamza, c'est aussi de pouvoir se parler, d'avoir le même langage entre nos interlocuteurs plus techniques que sont, dans notre cas d'usage, les distributeurs énergétique et aussi notre agence d'urbanisme pour pouvoir en fait avoir le même langage encore une fois et un terrain d'entente sur ce qu'on pouvait avoir et ce qui manquait aussi, donc ça nous a bien aidé. Donc le POC qu'on va réaliser et dont on parlera plus tard du coup va vraiment en fait donner à voir aussi à nos élus, et c'est aussi dans le cadre des ateliers, donc des personas, on a pu identifier les besoins de plusieurs personas, donc des élus, des directions métiers en mairie d'arrondissement comme DGS, etc. Et nous aussi, vision plus stratégique, pour pouvoir aboutir à un outil de visualisation qui parle à tout le monde et qui puisse du coup aider à la décision et à l'action ensuite, plus concrètement. Oui, puisque vous, l'objectif, en tout cas la problématique, c'était de comprendre la consommation énergétique, et notamment en fonction des filières. Tu disais que vous avez revu un petit peu vos ambitions. C'était par rapport, tu parles par rapport à ce que vous pouviez vraiment faire, par rapport aux données que vous avez à disposition, que vous pouvez obtenir techniquement, juridiquement, ou c'était par rapport à autre chose? Oui, il y a déjà cette facette qui est en fait, on l'a appris juridiquement, du coup qu'on était aussi, et c'est normal, limité au niveau du RGPD, et c'est un travail aussi qu'on va devoir faire avec les distributeurs pour essayer d'aller à l'échelle, à la maille la plus fine, sans du coup avoir une vision trop large et trouver un peu l'entre-deux avec ce qu'on voulait au début. Et c'est-à-dire du coup avoir la consommation très précise d'une filière d'activité, à l'adresse, et plutôt faire quelque chose de plus large, avoir des ordres de grandeur par filière d'activité et que ça soit quand même significatif et nécessaire, en tout cas utilisable. Ok, merci. Une question à Sylvain, qui est directeur du pôle technique à la ville de Fécamp. Donc Sylvain, comme Emma, tu n'es pas un acteur spécialisé sur la donnée ou sur le numérique de façon générale, plutôt un acteur métier, on va dire, mais qui a été brassé dans ce sujet du numérique, de la data, durant ces 1 an au sein du programme Capacities. Quel a été pour toi le sujet auquel tu ne connaissais rien avant, ou en tout cas sur lequel tu n'avais pas d'idée de te dire tiens, ça c'est important, mais que tu juges aujourd'hui incontournable dans la mise en place d'un projet? Alors la question est très vaste, parce que comme tu as dit, je suis dans une direction métier. Nous, notre première réunion avec mon collègue, ça a été déjà d'apprendre le langage de tout le monde, puisqu'il y avait plus de mots anglais que de mots français, et on a eu beaucoup de mal à s'y mettre. On ne parlait pas de données, mais de data, on parlait de dashboard, on parlait de tout un tas de termes comme ça. Et donc du coup, en fait, c'est ça qui m'amène à la réponse. Le point sur lequel on ne s'est absolument pas posé de questions et qui est pour moi absolument essentiel, c'est ce que maintenant tout le monde parle d'acculturation. Ça paraît logique d'en parler. Nous, ce n'était pas forcément le cas. Je prends simplement un exemple, une question qui m'a été posée dans un des ateliers où on m'a demandé, dans le cadre de votre cas d'usage, mais est-ce que vous n'avez pas d'autres données que vous collectez? Et j'ai répondu, non, on collecte que celles de notre cas d'usage. Puis après, en réfléchissant un peu, je dis non, effectivement, on collecte peut-être aussi des données sur l'eau, l'assainissement. Ah oui, puis c'est vrai aussi sur l'éclairage public. Ah, puis il y a encore d'autres domaines. Et je me suis rendu compte que, en fait, tous les services, des services techniques collectent des données, chacun dans son domaine. Mais comme on n'a pas ce langage-là, c'est pas dans notre état d'esprit, en fait, chacun avait de la donnée sans le savoir. Et au-delà de ça, j'ai pu, depuis le dernier atelier Capacities, faire un certain nombre de réunions, notamment avec des collègues qui ne sont pas dans les services techniques. On se rend compte que l'acculturation est absolument essentielle, puisqu'on collecte tous des données qu'on ne croisait pas jusqu'à présent, parfois même des données qui sont en doublon.
Maintenant, moi, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est cette acculturation, c'est cette notion de données qu'on a tous dans différents domaines qu'il faut absolument qu'on pose. Et moi, l'étape que on doit absolument faire et que j'aurais aimé faire il y a un an, et heureusement que Capacities est passé par là, c'est de pouvoir discuter avec l'ensemble de mes collègues, partager ce même langage, faire le point sur toutes les données que nous avons déjà. On a peut-être déjà même des réponses à certaines de nos questions. J'ai des données qui ne me semblent pas essentielles, mais que d'autres ont peut-être besoin de voir. À l'inverse, c'est peut-être des données qui sont déjà disponibles dans d'autres services et je ne suis pas au courant de ça. Donc voilà, moi, c'est ça que j'ai pu me rendre compte qui était vraiment essentiel et qu'on n'avait pas, cette acculturation. Même si voilà, il m'a fallu quand même une bonne session pour apprendre tous les mots anglais qui étaient absolument nécessaires pour pouvoir comprendre votre langage. Mais t'apprends vite. C'est ce qu'il faut faire. Non, effectivement, il faut apprendre vite dans ce domaine-là. Mais au-delà de ça, de toute façon, c'était l'objet de Capacity, c'est qu'on pouvait discuter entre différentes... voilà, il y avait un niveau de confiance, ça a été dit tout à l'heure, qui permettait de pouvoir absolument échanger sans se censurer. Du coup, il n'y avait pas de honte par rapport à ça, à devoir découvrir ce langage-là. Du coup, moi, ce que j'en ressortirais, au-delà de ce qui a pu être dit déjà dans la première session, en termes de convivialité et de confiance, c'est que voilà, il fallait pas avoir peur d'expliquer nos différents soucis. Et du coup, nous, je sais qu'on a cette fierté de pouvoir engager maintenant cette dynamique au sein de Fécamp, de chercher à s'acculturer ce domaine de la data. Vous voyez, je parle voilà, comme vous tous, de la donnée, voilà, pour essayer de résoudre nos problèmes à tous. Ok, donc pour revenir à la question, le principal sujet pour toi était celui plutôt de la culturation, de la sensibilisation et du travail en commun avec l'ensemble de la collectivité sur ces sujets-là. Sur le domaine de la donnée numérique, effectivement, oui. Parce que c'est beaucoup... voilà, on travaille avec tout un tas de directions métiers qui n'ont pas cette notion de l'espace numérique. C'est juste un outil, on ne se rend pas compte de la valeur. Tout à l'heure, voilà, c'est une des valeurs de la collectivité et on n'en a pas conscience du tout. Ok, merci. Une question donc, aux deux autres entreprises qui ont participé au programme. Donc, Jacques, tu es directeur de département conseil au territoire connecté chez Artelia, donc plutôt avec une posture d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les collectivités. Toi qui as participé au programme, mais qui as aussi une vision peut-être un peu globale de par ton expérience, les projets avec lesquels vous travaillez, quelles sont pour toi les plus grosses problématiques ou la plus grosse problématique rencontrée par les collectivités dans le cadre de mise en place de projets data, et comment, ça c'est la première question, et comment ce programme peut aider à les faire avancer là-dessus. Merci déjà pour le programme Capacities qui a été très enrichissant pour tout le monde et pour moi-même aussi. Pour le premier point, deux choses que j'ai identifiées. La première, et vous en avez déjà tous parlé, c'est se poser les questions, se questionner, mais aussi se re-questionner régulièrement. Il y a eu des points sur le comment, des points sur le quoi ou le pourquoi. Il y a aussi les points sur le pour qui. Et ces questions-là doivent revenir régulièrement, se reposer les questions, parce que justement, quand on travaille sur des cas d'usage un peu innovants ou des cas d'usage qui sont nouveaux pour le territoire, c'est important de se reposer la question et de faire cette dichotomie qui est essentielle. J'ai pour habitude de faire cette analogie, et désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, souvent on se dit je vais faire des courses, je vais au supermarché pour acheter des aliments. Mais avant d'aller au supermarché, je vais regarder ce qu'il y a dans mon frigo. Donc c'est important de savoir ce qu'on a déjà à disposition avant d'aller acheter des nouveaux aliments. Mais aussi, avant d'aller faire des courses et de regarder dans mon frigo, il faut savoir ce que je veux cuisiner. Et cette analogie un peu domestique qui est dans la vulgarisation et la culturation, moi je la trouve intéressante dans le sens où ces questions-là, on se la pose régulièrement, de re-remplir son frigo. Donc les aliments sont la data qu'on vient mettre stocker dans son frigo, qui est cet élément de stockage de data qu'on a à la maison. Mais c'est important de se reposer cette question-là régulièrement. Et des fois, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ouvre le frigo, on regarde ce qu'il y a dedans et on dit « Ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on a à disposition, et t'en parlais à l'instant, il y a peut-être des données qui sont en doublon ou des données qui existent déjà. C'est vrai que si j'ai déjà du gruyère dans mon frigo, je ne vais pas en acheter d'autres, ou en tout cas je vais regarder la date de péremption avant de savoir si je rachète un paquet de gruyère. Ça, c'est le premier point. Je pense que tout le monde là, on se le dit, mais c'est une porte ouverte qu'il faut renforcer régulièrement, de reprendre ce recul, de se reposer les bonnes questions. Le deuxième point, c'est
le phénomène de « tiens, j'ai une promotion chez Auchan, il y a des tondeuses qui sont à moins 20%. » La première question qu'on doit se poser, c'est déjà, est-ce que j'ai un jardin avant d'acheter une tondeuse, même si on est tenté parce qu'il y a une promotion. Et même si j'ai un jardin, c'est de se dire, est-ce que la tondeuse est dimensionnée par rapport à mon besoin? Si j'ai 40 mètres carrés ou si j'ai 1 hectare, je ne vais pas acheter la même tondeuse, je ne vais pas prendre est-ce que j'ai besoin d'une batterie, d'une prise, etc. etc. C'est un peu ça aussi, ce problème auquel sont confrontées les collectivités, c'est qu'ils sont submergés de promotions, de produits, etc. Et la question, c'est est-ce que j'en ai besoin? Et même si j'en ai besoin, est-ce que c'est le bon produit? Et je rejoins ce que Philippe a dit tout à l'heure, se revoir. Qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai besoin d'une tondeuse et que j'ai un jardin de 40 mètres carrés, je vais interroger mon voisin qui est peut-être dans le même cas et qui a peut-être déjà testé des choses. Et donc ça, c'est ce partage qui a pu être fait grâce au programme Capacities où, entre collectivités, vous avez pu échanger sur vos problématiques. Et quand je vais dans un magasin, je vais demander à un conseiller. Et c'est lui qui va me dire, j'ai plusieurs marques de tondeuses, mais de quoi avez-vous besoin et pourquoi vous en avez besoin? Et donc, c'est régulièrement retourner voir mon vendeur dans le magasin, voir mon voisin. Demain, si j'ai tendu ma pelouse et que je veux construire une terrasse, je vais revoir le même vendeur chez Leroy Merlin pour me dire, tiens, voilà, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Et je pense que cette méthodologie, qui est une analogie domestique, mais je trouve qui illustre bien, de manière vulgarisée, un peu la problématique que les collectivités ont, c'est cette méthodologie qu'il faut réappliquer régulièrement, qu'on a tous en tête, mais que des fois on oublie parce qu'on ne prend pas ce recul de se reposer les bonnes questions. La deuxième question, je l'ai oubliée parce que je me suis perdu dans le frigo dans mon frigo et dans l'image mentale de la maison et de la pizza que je dois faire ce soir. C'était une fois identifié du coup cette problématique qui est un petit peu principale pour les collectivités. Comment un programme comme Capacities peut les aider à avancer, ou en tout cas ce type de méthodologie peut aider à avancer sur cette problématique-là? Je rejoins un peu tout ce qui a été dit. J'aime bien le terme que Blandine utilisait de promotion. On est dans une promotion où finalement on a créé des liens, on partage, on discute. Et ce partage et ces discussions que les collectivités ont eues entre elles et que pour moi je prône et qu'il faut qu'elles continuent à un sens plus large, ce partage entre collectivités est très important parce que justement ça permet de ne pas avoir honte de se dire tiens, j'ai des problèmes, j'ai des questions, il faut que je les partage avec les autres et peut-être que les autres ont eu les mêmes problèmes et les mêmes questions. Et ça, je trouve que c'est important. Et le fait qu'il y ait une récurrence aussi et qu'on a fait évoluer justement les cas d'usage, parce que entre le premier jour et le dernier jour, il y a des cas d'usage qui ont évolué, des besoins qui ont évolué, ou en tout cas des périmètres fonctionnels qui ont évolué. Mais c'est le fait de s'être revu régulièrement et d'avoir changé un peu les discussions, les contextes, etc., qui a fait que finalement on va peut-être chacun atterrir à un cas d'usage qui est beaucoup plus répond beaucoup plus précisément aux besoins de la collectivité et du territoire. Voilà. Ok, donc le fait de voir les recettes des autres qu'on connaissait peut-être pas, et le fait de les avoir partagées aussi entre nous, ces recettes autour du restaurant, exactement, qui a permis de tisser les liens. Je file la métaphore jusqu'au bout. Merci Jacques. Alexis, j'ai la même question un petit peu que pour Jacques, pour voir s'il y a des approches qui sont différentes. Donc tu es directeur général de Eridanis, qui propose une solution de plateforme de données pour les collectivités. Même question, avec les projets que vous accompagnez, ce que vous voyez, ce que vous avez vu au sein du programme Capacities, quel est pour toi le point dur, la plus grosse problématique aujourd'hui rencontrée par les collectivités pour avancer sur leurs projets, la plus grosse ou les 2-3 plus importantes, et peut-être une question sur l'évolution. Comment est-ce que il y a 10 ans, on ne rencontrait pas la même problématique et ça a changé aujourd'hui, ou alors c'est la même chose, on rencontre toujours les mêmes problèmes. Donc, ça fait 2 questions. Et la troisième, quelles sont les évolutions que tu vois pour la suite? Comment ça va évoluer? Bon, alors déjà, merci pour l'organisation de Capacities, qui était quand même assez sympa. J'ai trouvé, au-delà du fond, la forme était quand même assez agréable. Mes excuses aussi pour le retard, mais je me suis retrouvé au milieu de la garde républicaine. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais du coup, j'ai été à la vitesse de pas de cheval sur la route pour les 5 derniers kilomètres. Sinon, pour répondre aux questions, il y a pas mal de points qui ont déjà été abordés dans les points de blocage et dans les points de difficulté. Je ne vais pas les répéter, je les partage aussi. Et je vais peut-être en apporter d'autres qui sont peut-être plus spécifiques à certains territoires qu'à d'autres.
sans une logique de taille ou de type, mais peut-être parfois de vision ou d'organisation. Tout d'abord, un projet data, c'est pas un projet DSI. Ça, c'est quand même un point qui est très très important. Il y a beaucoup d'amalgame entre la data et l'IT, parce que c'est des ordinateurs, c'est de l'informatique. Donc très souvent, on a des élus qui ne perçoivent pas la différence parce que c'est pas leur métier, voire même des DGS ou des DGA qui voient pas la différence. Et moi, en tant qu'entreprise qui vais parler de projet de plateforme de données, je me retrouve très souvent, c'est de la plateforme data, on va parler avec notre DSI. Donc parfois, il y a des DSI qui en fait ont une casquette bien plus large et en fait, ils font pas que de la DSI, ils font pas que de l'IT, ils font de la transformation numérique, ce qu'on appelle aussi la direction de la transformation numérique en général. Et parfois, on se retrouve avec des gens qui sont là pour faire de l'IT et qui sont en train d'imaginer la licence Office 365 qu'ils sont en train de déployer et que c'est ça le plus important. Donc ça, c'est vraiment un point de blocage qu'on rencontre dans certains territoires et qui parfois peut vraiment mettre un coup de frein aux discussions, aux échanges de projets de construction quand la DSI devient prédominante dans les sujets, alors que c'est avant tout un sujet métier. Là, on a justement deux personnes métiers des territoires. C'est des projets métiers, les projets data. On peut démarrer avec une vision transversale de déployer une grande plateforme de données pour sa ville, pour sa métropole, pour son département. C'est très bien. Ça demande pas mal de préparation et c'est là que je pense que des entreprises comme Artelia vont devoir faire un gros travail amont pour prévoir une structuration de la mise en œuvre. Et on peut avoir aussi des sujets métiers, ça nous arrive régulièrement, qui viennent avec un besoin, un directeur de la mobilité, un directeur de l'environnement, qui vient me dire, voilà, moi j'ai un problème sur le suivi de mes déchets, sur le suivi de mon stationnement, sur le suivi de, et la data, c'est une réponse métier. Donc ça, c'est le premier frein, on va dire, que j'ai pas entendu mentionner et que moi je vois de l'extérieur. Les projets data, c'est une expertise à part entière. Pareil, dans la gestion d'un projet data, ça se gère d'une manière un peu différente. On est dans des projets qui restent finalement assez nouveaux. Je pense que la majorité des plateformes de données, que ce soit la nôtre ou celle des entreprises, finalement n'existent pas depuis si longtemps que ça. Ce n'est pas des gros projets qui existent depuis 20 ou 30 ans. Donc, c'est des méthodologies nouvelles pour travailler sur ces projets. Et quand on essaye de gérer un projet d'innovation de data, comme on essaye de gérer un projet de rénovation d'urbanisme ou un projet de déploiement de logiciels classiques, très souvent, on va se planter. Donc voilà pour deux freins principaux. J'en évoque très rapidement un troisième qu'on avait évoqué lors d'un atelier justement qui était à la mairie de Paris, celui qu'on avait fait à la ville de Paris, qui est ce que j'appelle le bloqueur. On avait parlé de ça avec Sophie. Parfois, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes, je dis pas direction, mais personnes qui soient contre un projet pour une raison ou pour une autre et qui viennent en fait faire un petit peu capoter tout le projet alors qu'il y a des attentes de l'autre côté. Ça arrive, c'est assez malheureux. Et là, c'est à la direction ou aux élus en fait de se rendre compte qu'il y a un élément qui va venir en fait parfois bloquer un projet, alors qu'au moteur ou même de faire pivoter, on a ce sujet-là. Deuxième question, tu m'as dit il y a 10 ans, comment c'était, c'est ça ? Oui, voilà, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que ça c'est quelque chose, il y a 10 ans on pouvait dire la même chose et dans 10-15 ans on pourra dire la même chose ? Ou est-ce qu'il y a eu une évolution et peut-être c'est pour ouvrir un petit peu les perspectives, est-ce que là il y a des sujets que tu commences à voir venir, mais pour répondre aussi Jacques et les autres, que tu commences à voir venir mais qui ne sont pas encore dans les échanges, dans les discussions, dans les tables rondes, etc. Alors, il y a 10 ans, j'étais encore dans mes études, donc je n'avais pas une grosse expertise de il y a 10 ans dans les territoires, mais on va dire il y a 5 ans, voilà. Par rapport à il y a 5 ans, il y a une révolution dans la manière dont les territoires abordent le sujet. Moi, je me souviens du premier salon des maires qu'on a fait avec notre plateforme de données. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Ils s'arrêtaient, ils me disaient mais c'est quoi sa plateforme data ? Et je parle d'un salon des maires qui date de 2021, je ne parle pas d'il y a 10 ans. Donc en 2021, moi je mesurais vraiment cette évolution avec le salon des maires où on brasse un nombre d'élus et de collectivités quand même assez important. Des petites villes, des petits villages ruraux, des grandes villes, des départements, des régions, enfin on brasse un petit peu de tout. 2021, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Je trouve ça super joli et super sympa, hein. C'est top. Non mais c'est pas pour nous, ça c'est pas, mais c'est marrant. 2022, ah oui, j'en ai déjà entendu parler, ça me dit quelque chose. 2023, oui, bon ça on connaît. Et 2024, ok, mais plateforme de données on maîtrise. Finalement, vous faites quoi de plus ? Voilà, donc ça évolue vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année, voir un petit peu comment est-ce que les gens ont évolué. Il y a évidemment l'IA qui est arrivé dessus. Donc l'évolution a été très rapide. L'adoption finalement des termes, en tout cas, a été très rapide dessus. Peut-être que la mise en œuvre des projets est parfois plus lente parce que y a forcément un temps d'incubation. Mais en tout cas, ça a avancé vite dans les têtes.
Le futur, on va dire, comment je vois les 10 prochaines années. Nous, on voit une grosse accélération d'un point de vue business sur le marché. Cette accélération, elle se voit par le nombre de territoires, évidemment, qui sont concernés et qui se lancent dans les sujets, et aussi par l'ampleur des projets qu'ils veulent déployer. C'est-à-dire que là où avant, on était vraiment sur des projets d'une ville, sur une thématique, avec un directeur qui est très, très avancé, là, on a des départements entiers qui disent, bon, de toute façon, on va devoir traiter 15 cas d'usage, donc on va commencer par cela, mais gardez en tête que dans les 5 prochaines années, on va gérer tout cela. Et ça avance. Donc, je dirais que dans les 5 prochaines années, il va y avoir un déploiement massif, on va dire, de ces fameuses plateformes de données, de ces fameux cas d'usage qu'on appelle souvent TCD, territoire connecté durable. Et les 5 années d'après, et en parallèle, on va avoir la croissance des projets d'intelligence artificielle à l'intérieur, non pas juste pour faire de l'IA, mais parce qu'on va se rendre compte que le traitement de données, dans certains cas, demande de l'intelligence artificielle, et finalement, on va aller encore plus loin avec ça. Merci. Jacques, tu avais commencé j'ai pris le micro. Je voulais juste rajouter 2025. C'est la question que moi j'ai, c'est qui s'en sert vraiment et est-ce que ça fonctionne exactement comme ça avait été prévu? Si je peux répondre juste à un truc, parce que c'est effectivement important, en 1 minute, c'était une grosse inquiétude de voir des projets qui sont sexy mais qui finalement ne sont pas utiles. Et en fait, la meilleure réponse qu'on a, nous, c'est que les collectivités qui travaillent sur des projets, en fait, la première année, elles en commandent 1, la deuxième, elles en commandent 3, la troisième, elles en commandent 4 ou 5, et on a des retours, et chaque personne qui utilise l'outil demande une V2, une V3, une V4, un ajout, une transversalisation, etc. Donc quand on cible bien le projet et qu'on le travaille bien, on voit que l'usage, il est réel dessus. Merci Emma, Sylvain, Jacques, Alexis, merci à vous pour ces témoignages. Après, c'est le moment des questions et réponses. Est-ce qu'il y a des questions qui sont à mettre en avant? Non, on n'a pas de questions dans le chat, mais moi j'en ai peut-être une pour la table ronde et puis pour la première et la deuxième table ronde. C'est la question de la réplicabilité. Finalement, donc il y a plusieurs méthodes. Enfin, cette méthode du programme Capacities a été déployée pour accompagner les collectivités dans leur cas d'usage. Et est-ce que derrière, vous, en tant que collectivité, vous voyez des choses réplicables pour d'autres collectivités qui n'auront pas les mêmes cas d'usage? Donc, c'est plutôt pour la ville de Paris et puis pour Fécamp. Dans la salle, on peut vous donner un micro aussi si vous voulez réagir. Alors de mon côté, je passe en premier parce que c'est moi qui ai le micro en premier. Casser les cloisons, en fait. Moi, c'est ce que je retiens, puisqu'on avait tendance à s'enfermer dans nos questions. Et puis au sein de Capacities, chacun est venu dans son domaine d'activité, son expérience, avec sa formation, avec ses responsabilités différentes. Au final, de toute façon, ça a été dit tout à l'heure, on se rend compte quand même qu'il y avait un cœur à nos problématiques. Et du coup, moi, ce que je retiens et que je pourrais dupliquer à l'extérieur, c'est cette notion de casser les cloisons. On a tendance à réfléchir en silo, comme on dit chez nous. Chaque service essaie de trouver sa solution. Même au sein de la direction, on a parfois du mal à casser les cloisons, mais là, ça va même au-delà des directions. On est tous dans des directions différentes, on est tous dans des structures différentes. Quand on était un peu le petit pousset quand même dans le groupe, mais au final, on se retrouve sur les mêmes problématiques. J'allais dire le même langage. Pas la première réunion, mais oui, le même langage au bout d'un moment. Et du coup, dans ce domaine-là, moi, ce que je retiens, ça va vraiment être ça, même avec les collègues des autres directions. Après, c'est pas un chantier facile que de casser les cloisons, même si je suis dans le bâtiment. Je sais pas si je peux ajouter un complément. En tout cas, nous, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais on part avec des directions métiers très précises, donc ça nous permet de discuter, de trouver aussi des points communs. Après, les cas d'usage sont tellement spécifiques. Nous, le problème de réplicabilité avec le petit tertiaire, je pense que la spécificité de Paris, c'est que je crois qu'on est un des seuls territoires justement où la consommation se divise vraiment de moitié entre tertiaire et résidentiel. Donc plus sur la forme, et je crois que le programme Capacities a vraiment apporté ça sur les projets d'hyperviseurs surtout, et en fait de comment gérer la donnée, et en fait c'est des méthodologies et c'est des thèmes qui sont revenus lors des ateliers, donc l'interopérabilité, le juridique, toute la méthodologie autour. Ça nous permet aussi de repenser notre projet
avec tous en fait le même chemin et le même levier d'action, et ça s'adapte vraiment à nos cas d'usage. Voilà. En tout cas, la réplicabilité, mais on le verra dans la dernière partie qui va pas tarder à commencer, mais dans la mise en place en tout cas du prototype, on le verra dans la méthode qui a été faite, ça a été l'objectif vraiment de se dire, là on le fait pour la ville de Paris qui a ce besoin-là, mais derrière ça peut quand même servir à d'autres collectivités, alors peut-être pas sur le petit tertiaire, peut-être sur le tertiaire ou la consommation énergétique de façon générale, mais derrière le travail d'identification des données, de modélisation, de production des tableaux de bord, il pourra être effectivement reproductible. Très rapidement, pour compléter les réponses, la réplicabilité, elle est faite déjà au sein de Capacities, c'est-à-dire qu'on a déjà 5-6 territoires qui ont des schémas totalement différents, des cas d'usage différents, des tailles différentes, des organisations différentes, et malgré tout, Capacities, entre le premier atelier et le dernier atelier, c'est cette méthodologie itérative pas à pas qui a été la même pour tout le monde, et chacun s'y est retrouvé, en tout cas de mon point de vue. Donc déjà, rien que ça, je pense que cette méthode est largement réplicable et a déjà fait ses preuves là sur cette promotion-là. Kadiatou ? Et du coup, par rapport à Paris-Ouest La Défense, je pense que ça va nous aider en interne déjà de mieux nous organiser, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a d'autres acteurs qui auraient été intéressés de participer à cette démarche et c'est dommage qu'ils ne soient pas là. Donc, pour d'autres projets, ça va nous servir en interne de mieux nous organiser, de mieux mettre tous les acteurs autour de la table et de définir qui fait quoi, qui est qui, et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a on peut prendre encore 2 minutes s'il y a une autre question, soit dans la salle, soit... Oui ? Juste une remarque, une question. Sur la réplicabilité, il y a les livrables aussi quand même de Capacities, à mon avis, qui vont aider à répliquer sur d'autres territoires. Et la question, c'est du coup pas forcément que la réplicabilité, mais la poursuite de la dynamique ou la continuation en fait de ce qui a été enclenché avec cette session-là de Capacities, mais peut-être aussi la session précédente. J'ai entendu à plusieurs reprises que l'un des intérêts en fait de Capacities, c'était justement les échanges entre pairs, la capacité justement de s'exprimer en toute confiance et puis de partager un peu des fois les difficultés et donc d'identifier des solutions. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à poursuivre en fait ces échanges en créant, enfin on a parlé de promotion Capacities, donc de créer une sorte de catalogue des anciens là, d'alumni pour continuer en fait les échanges dans la durée et poursuivre finalement cette dynamique. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Alors dans l'idée, ce serait très pertinent de le faire, d'autant plus que la première promotion et la deuxième promotion ont un espace collaboratif où tout ce qui s'est fait la première fois et ce qui s'est fait la deuxième fois est partagé. On se fait se rencontrer donc les deux promotions, n'est-ce pas ? Donc pourquoi pas après une troisième ? Je dirais que ça va dépendre puisque on le co-construit et on le co-finance. Donc ça dépend de ça. Et donc ça peut aussi, ça peut rester à un niveau national, mais ça peut aussi se décliner à l'échelle d'une région, par exemple, qui voudrait lancer un appel à projet, comme ça se fait régulièrement, avec la mobilisation de fonds régionaux ou de fonds européens, et qui, du coup, souhaite faire monter en compétence l'ensemble de ces territoires. Ça pourrait fonctionner aussi comme ça, à l'échelle d'une région. Mais donc, à ce jour, on n'a pas encore remonté la troisième étape, et ça dépendra de la suite. Mais en effet, tout ce qui a été co-construit, sera mis à disposition comme la première fois. Il y a un espace de ressources en ligne qui permet à chacun de pouvoir venir puiser des idées, que ce soit comment sont faits les ateliers, que ce soit les supports de clauses juridiques ou une méthodologie technique. On n'a pas encore tout rédigé comme la dernière fois. Voilà, parce que ça prend du temps tout ça. Mais oui, on a prévu aussi réorganiser des webinaires sur des sujets précis. Voilà. Et bien justement, très bonne transition, Sophie. Merci beaucoup pour vos différents témoignages. Emma, peut-être tu peux rester, puisqu'il va être question du cas d'usage de la ville de Paris pour la suite. Sophie, si tu veux revenir pour la présentation, puisqu'on va aller à la 5e et dernière séquence
de l'événement d'aujourd'hui, qui va être sur l'annonce des livrables du programme et la présentation donc, des méthodologies qui pourront être justement réutilisées par les collectivités, par tout le monde, dans le cadre de leur projet. Hop. Voilà. Alors, du coup, je vais rentrer dans le détail. Je vais continuer ce que je disais. Du coup, alors déjà, une présentation des cas d'usage qui vous a été faite très succinctement. Comme ça peut être inspirant pour ceux qui auraient les mêmes problématiques. Donc, ça fera un petit carnet en ligne où vous retrouverez les informations. Une petite présentation courte des résultats si vous voulez en parler, si vous voulez en faire la promotion sur vos territoires ou convaincre un élu de financer un programme de cette manière-là sur son territoire. Et la particularité cette fois-ci, c'est qu'on va aussi rédiger une méthodologie de bout en bout pour que quand vous traitez un cas d'usage, eh bien, vous puissiez la traiter en ayant en perspective tous les aspects de ce cas d'usage, que ce soit de l'organisationnel, de la convivialité, des questions juridiques, des questions techniques, savoir si vous avez en effet la donnée ou pas à disposition. Bref, il y a tout un tas d'angles et c'est une approche donc systémique de la mise en œuvre d'un cas d'usage. On va aussi donner des clés pour le déploiement d'une plateforme, puisqu'il y en a qui commencent par une plateforme et y accrochent des cas d'usage, d'autres qui commencent par des cas d'usage et au bout d'un certain, ils disent « Oh là là, mes minces, il me faudrait une plateforme ». Peu importe dans quel sens on le prend, on tâchera de vous donner un peu les clés du camion pour pouvoir prendre ces sujets dans les deux sens. Donc là, sur la méthode qu'on a mis en œuvre pour traiter donc, le POC de Paris. En fait, elle est à la fois simple, mais comme ça a été dit tout à l'heure par plusieurs personnes, elle intègre toute la partie amont de questionnement, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. C'est que quand on sait, vous savez, quand on était à l'école, on nous disait que quand on avait compris notre leçon, on était capable de la redire. Et tant qu'on n'était pas capable de dire, c'est qu'on n'avait pas compris. C'est un peu pareil pour le cas d'usage. Tant qu'on n'est pas capable de l'expliquer clairement, tous ses tenants et ses aboutissants, c'est qu'il n'est pas clair, en fait, tout simplement. Et donc, il y a bien une étape d'idéation, de spécification. Après, il y a le fait de le représenter dans toutes ses dimensions. Son contexte, ses objectifs, faire l'inventaire des données, qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter à l'usager final. Et c'est la particularité de notre approche, c'est qu'on est toujours orienté vers l'utilisateur final. Ça peut être un agent, ça peut être un citoyen, ça peut être un élu, peu importe, mais c'est celui qui utilise, c'est lui qu'il faut écouter en fait. Et donc, une fois qu'on a les idées claires là-dessus, il va y avoir toute une étape où on va récolter les données. Est-ce qu'on les a, est-ce qu'on ne les a pas? On va voir si elles sont utilisables, est-ce qu'on en a la propriété ou pas, et on va les contextualiser. On va faire en sorte qu'elles aient du sens. Parce que quand on fait un cas d'usage, évidemment, si on n'en faisait qu'un. Mais la réalité, c'est que, comme vient de l'expliquer Alexis, c'est que quand on se rend compte de l'intérêt, après on en fait d'autres. Et plutôt que de les faire de façon isolée, comme des petits silos, eh bien, l'enjeu de la donnée, c'est justement de les faire en pensant que tout ce qu'on fait va resservir pour les prochains cas d'usage. D'où l'intérêt de donner du contexte aux données qu'on utilise. Et comme ça, on prépare l'avenir, on prépare la suite. Et on prépare aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle en faisant ça. Donc ça, c'est vraiment l'étape qu'on a pu mettre en œuvre avec le cas de Paris, justement pour aboutir à rendre plus pédagogique la méthodologie. Ensuite, on intègre la donnée potentiellement dans une plateforme, puisqu'elle est contextualisée, et du coup, elle peut être réutilisée par le cas d'usage, par des visualisations diverses et variées, des indicateurs divers et variés. Mais le fait que ce soit dans une plateforme, elle pourrait être réutilisée aussi pour tout un tas d'autres cas d'usage. C'est ça la différence avec quand on fabriquait un logiciel unique, et puis les données, elles étaient dedans, et puis c'est tout. Voilà, et donc là, la différence, on va dire, technique et surtout intellectuelle, parce que contextualiser de la donnée, en fait, ça se fait avec un papier et un crayon d'ailleurs.
pour information, puisqu'il y a tout un tas de logiciels qui ont été créés pour faire ce genre de choses. Mais le mieux, revenons à des choses simples, ça se fait avec du papier et du crayon, puisque c'est simplement comprendre le métier. Et par exemple, pour les consommations énergétiques, eh bien, une donnée de consommation énergétique de gaz ou d'électricité, c'est un objet, mais il a des propriétés et des relations. Et c'est tout ça qu'on écrit, en fait. Quand on arrive à expliquer le métier, et donc c'est forcément des gens métiers qui l'expliquent, après, il va y avoir une traduction technique. Et là, entrent en scène les personnes techniques qui vont pouvoir faire les visualisations, rentrer les informations dans les plateformes. Mais en fait, c'est un chemin entre les deux. Et pour ça, on l'a dit tout à l'heure, il faut que les personnes se parlent. Et la force du traitement des cas d'usage de cette façon-là, en contextualisant, c'est que le métier exprime vraiment tous ses besoins. L'informaticien, les informaticiens développeurs comprennent, et ensuite ça resserre pour tous les autres cas d'usage. Voilà, puisque effectivement, donc un des objectifs du programme, notamment de cette deuxième saison, c'était d'aller un petit peu plus loin que le premier, mais de pouvoir accompagner un des cas d'usage qui était arrivé à un certain stade de maturité, à vraiment prototyper le projet, à le rendre tangible, pour faire des interactions, le faire itérer, pour vérifier avec les acteurs du projet si c'était bien ça qu'ils souhaitaient avoir, en vue de l'industrialisation par la suite au sein de la collectivité, si ça marche bien, si on se rend compte que c'est bien ça qu'ils souhaitaient avoir. Mais aussi, pour nous, en tant qu'acteurs tiers de confiance, c'est le fait de pouvoir rendre cette méthodologie accessible à tous, en tout cas de la formaliser pour que d'autres puissent s'en saisir. Mais c'est aussi utiliser des outils qui permettent la reproductibilité par l'utilisation de standards, etc., qui permettent après de reproduire facilement ce cas d'usage sur un autre territoire. Et donc le but, c'est vraiment ce but-là qu'on avait, en tout cas là, en faisant cette deuxième saison, c'est que sur un des cas d'usage, on puisse arriver du dessin au premier atelier, à la réalisation de tableaux de bord, donc au prototype avec la collectivité, en passant par toutes les étapes qu'on avait décrites, l'identification de persona, l'identification des données, l'identification des fonctionnalités, des dashboards, donc des tableaux de bord qu'ils souhaitaient avoir. Et donc là, on va peut-être pas redire ce que disait Sophie, mais on a reproduit donc cette méthode-là en l'illustrant avec ce qui avait été fait avec la ville de Paris, donc toute la partie de représentation du cas d'usage multidimension, donc avec les phases d'idéation, de spécification, la partie de modélisation, de contextualisation dont parlait Sophie, où on se met autour de la table avec un papier et crayon et on dessine les différents objets sur lesquels on travaille et leurs interrelations. Et donc le travail un petit peu plus technique derrière qui est fait d'intégration de la donnée pour pouvoir au final le restituer au sein de tableaux de bord. Donc, après, je ne sais pas si Emma, si tu as quelque chose à rajouter sur ça, n'hésite pas. Sur ça, en fait, sur le POC, voilà, sur le travail qui est en cours, oui, c'est un peu dépourvu, mais... Oui, encore une fois, nous, on est arrivé juste avec un besoin qui était identifié et le travail de process, méthodologie plutôt technique, c'est fait avec le programme Capacities, et pour le POC, ça nous a aussi permis d'y aller à tatillon, donc de déterminer les filtres, les champs, les jointures à faire entre différentes bases de données. Et donc voilà, on est en plein dedans, donc on fait des ajustements, on voit ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Et voilà, donc... On espère avoir en tout cas une V1 du prototype avant de partir en vacances, donc d'ici fin juin. Alors je voulais juste ajouter quelque chose. Donc là, l'exercice qu'on a fait, c'est un exercice qui a une vocation pédagogique et une vocation de montrer comment après on peut capitaliser au niveau national. Je m'explique. Le CEREMA n'est pas fait pour faire le travail des entreprises qui sont présentes aujourd'hui.
Le CEREMA, il est fait pour aider à ce que, dès lors qu'il y a un cas d'usage là, qui est traité, donc il y a une méthodologie qui s'est mise en place, c'est le cas de Capacitis, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Donc il y a une notion de capitalisation au niveau national. Et là, spécifiquement sur ce cas d'usage, le travail qui est fait aujourd'hui avec Enedis et GRDF notamment, par la ville de Paris, en fait, d'autres territoires ont envie de le faire. Et nous, le rôle qu'on peut avoir en tant que CEREMA, c'est justement d'être facilitant sur le fait qu'une fois que les conventions sont faites d'accès aux données à l'échelle de la ville de Paris, on peut avoir ce côté facilitant de pouvoir le mettre à disposition de toutes les autres. Parce qu'à chaque fois, sinon, chaque ville recommence à conventionner avec Enedis ou GRDF, recommence à réfléchir à comment exploiter ces données-là. Une fois qu'on les a exploitées, qu'on les a contextualisées, on va évidemment ouvrir le modèle, le partager, on va évidemment tout ouvrir pour que ça serve un peu d'exemple de comment on passe d'une idée à un prototype, comment est-ce qu'après on peut passer ce prototype à l'échelle. Et une fois qu'on a ça sur un cas d'usage, ça veut dire qu'en fait, on peut collectivement le faire pour tout un tas de cas d'usage et potentiellement après garder des choses en commun, puisque l'idéal après Capacitis, ce serait qu'on mette en commun des modèles de données, des manières de faire, des supports de formation pour que ça accélère, puisque aujourd'hui, c'est quand même ça l'important pour accompagner la transition écologique, c'est de pouvoir avoir des indicateurs plus fiabilisés pour aider aux décisions. Si je peux juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Sophie, c'est que nous, en tout cas, dans les directions métiers comme la nôtre, donc transition écologique, et ça rebondit aussi sur la table ronde de tout à l'heure, c'est qu'on a une grosse demande, en tout cas une multiplication des observatoires et de la transparence, d'indicateurs, de suivi, pour aussi donc contextualiser et réussir à tenir des objectifs et suivre tout ça. Donc ça évolue très vite, mais on est en plein dans en fait donner à voir aussi ce qu'il y a à faire, et c'est en tout cas sur la transition écologique, c'est une thématique qui existe depuis longtemps, mais en tout cas qui est nous, à la Ville de Paris, notre direction existe depuis 3 ans, donc c'est aussi très récent et on essaye de se donner, identifier et d'exploiter toutes les données dont on a à disposition et ce POC nous donne la possibilité de le faire. Et donc, au-delà des livrables qui sont en cours de finalisation, qui seront publiés dans les prochaines semaines sur le site du CEREMA, peut-être une conclusion en forme d'ouverture pour la suite ? Oui, donc comme c'est la deuxième promotion de Capacitis, il semble que la méthode soit donc très aboutie maintenant. En fait, pour être tout à fait transparente avec vous, chaque programme s'est construit avec les personnes qui étaient là. Et c'est certainement ça la clé du succès. C'est qu'en fait, les journées d'ateliers qui ont été organisées et les webinaires qui ont été organisés entre les journées d'atelier, ainsi que les rendez-vous entre collectivités et entre animateurs. Tout ça, en fait, a été construit au fil des échanges, en fonction des besoins. Et la façon dont les personnes se sont exprimées tout à l'heure le montre. En fait, je dirais que quand on rentre dans le programme Capacitis, on ne sait pas nécessairement pourquoi on y rentre et ce qu'on va en retirer. Par contre, on sait qu'il est utile. Voilà. Donc j'ai envie de dire que pour la prochaine édition, à un niveau national ou régional, ou on ne sait pas encore, eh bien, c'est cette recette-là de spontanéité qui sera conservée et qui s'adaptera encore à l'état d'avancement des personnes qui souhaiteront y participer. Et c'est volontaire que l'autre recette, en fait, la clé du succès, c'est justement de mettre des personnes qui sont très différentes et qui ont des métiers différents. Parce que justement, au départ, on peut se dire, elles n'auront pas grand-chose à se dire. En fait, elles se disent tellement de choses, si vous saviez toutes les choses qu'elles se disent. Et c'est ça qui fait aussi le succès. Donc, la troisième petite clé, c'est le côté tiers de confiance. Et là, pour le coup, c'est une question vraiment de posture, donc d'où l'équipe d'animation
qui doit rester neutre, ouverte, disponible et être là à l'écoute du moindre petit signal faible pour justement en faire après une thématique à traiter ensemble. Voilà, donc maintenant on est ouvert à le reproduire, mais ça dépendra de qui a envie de participer, qui a envie d'animer et à quelle échelle. On arrive au bout de cet événement. Et un grand merci à tous les participants, tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui ont participé au programme, collectivités, entreprises, partenaires. Vraiment un grand merci à vous. Merci également aux personnes qui ont assisté à cet événement en présentiel et en distanciel. Et donc il reste juste à dire à bientôt et bon appétit. Merci.